Au fil du temps, la lutte pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes a connu des avancées considérables. Obtention du droit de vote, un plus grand accès au marché du travail, etc. Féministe réputée, Micheline Dumont est historienne, professeure émérite en lettres et sciences humaines, rattachée au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Quelle place pour les femmes en politique d'hier à aujourd'hui? Micheline Dumont a gentiment accepté de répondre à nos questions. Micheline Dumont, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Madame Dumont, les questions entourant la place des femmes en politique, particulièrement, continuent d'alimenter les débats. Et en dépit des bonnes volontés de nos élus, des dirigeants, des dirigeantes, encore aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, diront certains. Les femmes sont sous-représentées à l'intérieur des conseils municipaux, sur les assemblées législatives, pardon. Qu'est-ce qui explique encore ce phénomène aujourd'hui? Pourquoi les femmes ont encore de nos jours de la difficulté à avoir une place équivalente, pourrait-on dire, aux hommes en politique? Bon, alors, je pense que faut commencer par reconnaître que les institutions démocratiques sont récentes. Oui. Elles datent de la fin du 18e siècle pour les plus anciennes. Par exemple, l'Assemblée législative du Québec est une des plus anciennes au monde. Les conseils municipaux, ça date des années 1845. Et puis, il a fallu, d'une part, dans un premier temps, que les hommes s'approprient l'idée qu'ils étaient responsables de la politique, que c'était eux autres qui devaient le faire. Et comme à ce moment-là, la conception de la démocratie était essentiellement masculine, c'était qu'on disait que le vote était un attribut masculin. Les grands théoriciens de la démocratie, au moment de la Révolution américaine ou au moment de la Révolution française, disaient qu'on ne pouvait pas être femme et citoyenne parce que le rôle des femmes, c'était de faire des citoyens et non pas d'être citoyenne. Et c'est d'ailleurs la première interrogation féministe, peut-on être femme et citoyenne? Donc, comme les hommes eux-mêmes ont pris du temps à s'approprier les mécanismes de la politique, etc., et que ce n'est qu'un siècle après que les femmes ont commencé à réclamer d'abord le droit d'être électrices, et que ça leur a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de résistance au fait que les femmes votent, on comprend que elles ont mis du temps à réaliser que le fait d'être électrice pouvait de plus leur permettre le droit d'être candidate. D'accord. Bon. Alors, par exemple, au gouvernement fédéral, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1918. Dès l'année 1900, début des années 20, il y a eu une candidate qui a été élue. Par contre, au Québec, les femmes ont eu le droit de vote au Québec en 1940 et les premières femmes qui se sont présentées, c'est seulement en 1952. Donc, ça leur prend 12 ans pour qu'il y ait des femmes candidates. Puis encore, elles se présentent pour des partis marginaux et elles ne sont jamais élues. La première élue, c'est Claire Kirkland en 1961. Et les circonstances de son élection, bien, sont le fait qu'elle était la fille du docteur Kirkland, qui était le député de Jacques-Cartier, et puis il fallait donc le remplacer, puis elle a décidé qu'elle irait. Elle jouissait donc de la popularité de son père, etc. Okay. Ce qui a diminué un peu, on pourrait dire, le mérite, qu'elle avait mérité sa place, on pourrait dire. Pas beaucoup, parce que c'était une femme extrêmement consciente des obstacles qu'il y avait dans la vie des femmes, et on sait que pendant qu'elle était députée et ministre, elle a marrainer des projets de loi très, très importants pour les femmes. Donc, est-ce que vous diriez à ce moment-là que ces deux choses, la première, c'est le temps qu'on puisse leur accorder cette place-là dans un premier temps, et dans un deuxième temps, qu'elles puissent
savoir prendre cette place, être capable de la prendre? À partir du moment où il y en a une qui se met le pied dans la porte, on sait que Mme Kirkland a été là de 1961 jusqu'à temps qu'elle quitte la politique en 1973. Elle a été remplacée en 1973 par Mme Lise Bacon, qui elle-même a été seule en politique. Et c'est seulement avec l'élection du Parti québécois en 1976 qu'on a eu 5 femmes. Les gens étaient complètement baba. 5 femmes députées, ils n'en revenaient pas. Mais là, à ce moment-là, je dirais que la porte était ouverte. Voilà. Puis effectivement, à l'élection suivante, il y en a eu davantage, c'était toujours comme ça. Puis là, bien, peut-être naïvement, les femmes ont pensé, mais là, il s'agissait d'ouvrir la porte, ils se mettaient le pied dans la porte, maintenant, on va pouvoir être candidate. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'une fois qu'elles avaient atteint 30 %, ça bloque. Voilà. C'est le fameux plafond de verre. C'est le fameux plafond de verre. Et on trouve ça au Parlement fédéral, au Parlement provincial et dans les conseils municipaux. Justement, quand on regarde ce fameux plafond-là, et là, encore une fois, dans cette volonté de vouloir expliquer le fait qu'on a de la misère à aller au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est encore réticent? Est-ce qu'on crée, par exemple, le pouvoir au féminin? Non, parce que quand on examine le comportement, les opinions des femmes qui entrent en politique, on s'aperçoit que elles manifestent vis-à-vis le pouvoir, vis-à-vis l'exercice concret de la politique, le même éventail d'opinions et de pratiques que l'on trouve chez les hommes. Alors là, mais là je vous interromps. Donc, autrement dit, il y a une espèce de mythe que les femmes feraient de la politique différemment que les hommes, qui vient de tomber, là, autrement dit. Elles le font peut-être différemment, mais quand on examine, là, on s'aperçoit que ça dépend des dossiers qu'elles ont. Et la manière de faire différemment de la politique, que ce soit au fédéral ou que ce soit au provincial, c'est que lorsque viennent des dossiers qui intéressent particulièrement les femmes, eh bien, les femmes de tous les partis acceptent de faire front commun. C'est ainsi que, par exemple, la loi sur le patrimoine familial a pu passer parce que les femmes du Parti libéral ont accepté les femmes du Parti québécois ont accepté de seconder les libérales pour passer la loi du patrimoine familial. Et quelques années plus tard, lorsqu'on est arrivé avec la loi sur l'équité salariale, bien sûr, le Parti libéral a rendu l'appareil. Comprenez-vous? Quand la loi sur la décriminalisation de l'avortement est passée au gouvernement fédéral, il semble que la décision se soit prise dans les toilettes des femmes. Parce que elles se sont dit, il faut que ça passe, il faut que on ne peut pas, et même des femmes qui étaient très conservatrices, je pense à Mme Gabrielle Bertrand, qui ont dit, moi je suis personnellement opposée à l'avortement, mais qui suis-je, moi, pour faire une législation qui empêcherait une femme qui souhaite avoir recours à l'avortement d'y avoir recours. Par conséquent, elle ne voulait pas se mettre en travers de la décision d'une femme de contrôler son propre corps. Autrement dit, il y a une forme consensuelle à ce moment-là dans certains dossiers, particulièrement ceux des femmes. Oui. Par contre, il y en a, elles arrivent, elles sont élues, et puis là, bien, le parti est toujours content d'avoir une femme qui arrive dans le parti. On lui dit, c'est à elle qu'on va confier le dossier de la condition des femmes. On lui propose, et elle refuse. Oh là là! Ah oui, il y a plusieurs femmes qui ont refusé. Ont dit, non, moi je ne veux pas m'intéresser à ça, je ne me serais pas sentie efficace. Alors, donc il y a une étiquette là. Ben, c'est-à-dire, ça dépend des femmes. Une autre, je pense à Mme Claire Blackburn, elle, quand on lui a proposé le dossier de la condition des femmes, elle a dit, moi, avec tout mon background de présidente de la FEAS, de présidente régionale de la FEAS, et avec tout mon désir de vouloir changer la société, c'était impossible pour moi de ne pas accepter un dossier comme celui-là. Voilà. Parce qu'une chose qu'il faut se dire, la très grande majorité des femmes qui entrent en politique
elles disent, et elles le disent ouvertement, et c'est pour elles quelque chose de très important, elles représentent tout le monde. Elles ne veulent pas qu'on pense qu'elles représentent uniquement les femmes. Une perception qu'on n'aura pas nécessairement vers les hommes, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'ils représentent seulement les hommes. Non, ils n'aimera pas ça. On assume qu'ils représentent tout le monde. Et les femmes, elles tiennent à le dire parce qu'elles ont peur qu'on les accuse d'être partiales. Souvent, on va dire que justement, en politique particulièrement, qui est une affaire de perception dans bien des cas, on va dire que c'est un milieu où ça prend beaucoup d'ambition, où ça prend beaucoup de caractère, de détermination, des caractéristiques qu'on associe souvent davantage aux hommes. Des femmes ambitieuses avec du caractère, et tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on se bute encore à ces stéréotypes-là, selon vous, encore? Mais à mon avis, dans la population en général, en ce moment, la population en général, fait confiance aux femmes qui vont en politique. Parce que ce qu'ils ont expérimenté jusqu'ici, c'est extrêmement positif. Puis là, finalement, ce qu'on observe, c'est que, d'abord, il y a un phénomène qui s'est produit à partir des années 70. Les partis politiques se sont aperçus que c'était une bonne chose d'avoir des femmes. Alors, ils sont allés les chercher. Et on s'est arrangé pour qu'elles soient élues. On leur a donné des comtés gagnables. Par contre, une femme qui se présentait, bien, volontairement, puis que c'était pas prévu dans la stratégie du parti, on lui donnait un comté perdu d'avance. OK. Là, donc, autrement dit... Les partis veulent contrôler c'est qui les femmes qui s'en viennent. Par contre, dans la population, c'est pas le même que ça marche. Les gens, là, ça fait longtemps qu'il y a des femmes en politique, là, ça fait plus que 30 ans. Là. Bien sûr. Bien, le grand public, ils ont compris, une femme en politique est aussi bonne qu'un homme, puis elle est souvent même meilleure. Alors, le public, eux, ça les dérange pas. Vous pensez que le public a compris? C'est les partis qui sont réticents. Donc, si on revient à la question du début, une des réticences qui fait en sorte que les femmes ont encore de la difficulté à faire de la politique active, à dépasser le fameux plafond de verre de 30%, ce n'est pas tant le public, mais l'establishment des partis. Et toutes les femmes donc l'élite politique, d'une certaine façon, encore de la misère à faire de la place aux femmes. Oui, eux autres, ils ont de la misère. Et puis, quand on examine dans l'histoire, par exemple, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1918. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les féministes, à Montréal en 1918? Ils ont donné le droit de vote. Ils ont organisé des cours de formation politique pour les femmes. Il y a des centaines de femmes qui se sont rendues dans des salles de l'Université de Montréal à ce moment-là pour avoir des cours de formation politique non partisanes. Avez-vous déjà entendu parler de cours de formation politique pour les électeurs? Non, ça ne court pas les rues. Non. Et puis, la FEAS, la Fédération des femmes du Québec, dès leur fondation en 1966, ont fait des cours de formation politique et tout ça. Ils ont appris aux femmes à faire des conférences de presse, à lancer une campagne de presse, ils leur ont organisé des sessions pour apprendre à prendre des décisions. D'accord. Ils les ont outillés sur le plan. Moi, j'ai jamais entendu parler que les gars faisaient ça. Madame Dumont, on va, j'allais dire, quitter le terrain exclusivement politique, mais on va quand même rester d'une certaine façon dessus, puisqu'on va parler du féminisme, une question hautement politique encore aujourd'hui. Et dans votre plus récent ouvrage, que j'ai d'ailleurs ici, Pas d'histoire les femmes, dans cet ouvrage-là, fort intéressant d'ailleurs, à travers la citation d'une étude de Manon Tremblay, vous évoquez la mauvaise image qu'a le féminisme, à notre époque tout particulièrement. Et la citation que vous citez, précise que 2 fois plus de femmes que d'hommes rejettent le féminisme. Non que ces personnes prônent le maintien de rapports sociaux inégalitaires et spécialisés en fonction du sexe, mais elles rejettent une certaine image populaire des féministes, celle associée à la tendance radicale du mouvement, avec tous les clichés qui s'y rattachent. Suivant cette citation-là,
le féminisme n'a pas bonne presse. Il faut bien se dire que cette étude-là a été faite en 1995. OK. Bon, 1995, ce n'est pas 2013. Non, c'est vrai, vous avez raison. OK. Près de 20 ans plus tard. Alors là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais des jeunes féministes, là, ils s'en viennent, là. Oui. Il y en a une nouvelle cohorte qui arrive, là. Oh oui, il y en a une nouvelle. Et elles sont extrêmement déterminées, elles sont très politisées, et elles s'en viennent, et elles n'ont plus peur de se dire féministes. D'accord. Bon. Donc, pendant un certain temps, en fait, depuis les années 80, depuis le massacre de Polytechnique, etc., le féminisme a eu mauvaise presse. Oui, tout à fait. Par conséquent, les femmes qui entraient en politique, elles se disaient « Je suis mieux de ne pas dire que je suis féministe. » Voilà. Par contre, Manon Tremblay, dans son étude, ce qu'elle avait trouvé, c'était qu'elle avait trouvé beaucoup d'hommes politiques qui étaient d'accord avec les objectifs du féminisme. Elle ne trouvait plus d'hommes que de femmes. C'est ça qui lui a fait écrire cette phrase-là. Alors, à partir de l'étude de Mme Tremblay, moi, j'ai dit, je vais vérifier avec les femmes qui ont été élues à l'Assemblée nationale. Je suis allée sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai trouvé les biographies des 104 femmes qui ont été élues à l'Assemblée nationale de 1961 jusqu'à 2010, le moment que j'ai fait la recherche. Exactement. Moi, je vais trouver 104 femmes députées et seulement le tiers qui affirmait avoir des liens avec le mouvement féministe. Donc, il y avait une gêne. Une gêne. Timidité. Une timidité. Bon. Au même moment, Monsieur Charest a fait son merveilleux cabinet paritaire. Oui. Autant d'hommes que de femmes dans son cabinet. Hey, y as-tu été félicité? Ah, c'était donc extraordinaire, Monsieur Charest. Qui? Charest, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, Monsieur Charest a fait un cabinet paritaire. Et j'en ai conclu que, en politique, le féminisme marque négativement les femmes. Voilà. Parce qu'on les soupçonne de ne représenter que les femmes, même si elles protestent du contraire. Tandis que le féminisme marque positivement les hommes, comme un signe d'ouverture, et de moralité et d'humanisme. Oui. Alors, je trouve ça très injuste, très, très injuste. Parce que moi, je dis que c'est le nouveau double standard entre les hommes et les femmes. Ce qui m'amène à la question très simple suivante. Est-ce que le féminisme aujourd'hui a encore une place en politique? Est-ce que selon vous, le féminisme a encore un rôle important à jouer? Oh mon Dieu, fondamental! Absolument fondamental. La lutte n'est pas terminée. Selon certains, c'est terminé. Selon certains, c'est... Écoutez, l'égalité est arrivée. C'est la grande folie. L'égalité est arrivée. Oui. Voyons. Qu'une femme peut avoir accès au même poste que les hommes sans problème. C'est pas vrai du tout. Non. L'égalité n'est pas arrivée. Parce que toutes les femmes peuvent se présenter en politique, elles peuvent être élues, oui, c'est certain, elles peuvent faire des études, elles peuvent ouvrir un cabinet d'avocats, elles peuvent travailler comme médecin, elles peuvent devenir PDG de la banque commerciale de commerce si elles veulent. Mais c'est pas ça l'égalité. Non. C'est pas ça l'égalité, ça consiste pas à faire que des femmes puissent faire tout ce que les gars faisaient, ça consiste à changer les structures patriarcales de la société. Oh, d'accord. Et ça, c'est loin d'être fait. Vous avez le sentiment que ces structures patriarcales-là sont encore bien... Elles sont tellement fortes, c'est absolument insensé. Mais vous êtes... et là, loin de là l'idée de vouloir attiser le feu, mais vous êtes bien consciente qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui vont être complètement en désaccord avec ce que vous dites. Ils vont dire, non, c'est le contraire. Maintenant, les femmes ont pris tellement de place dans nos sociétés que nous, hommes, n'avons plus d'espace, on est rendu, on est démasculinisé, etc. J'imagine que vous dites que ça va vraiment trop loin, c'est une bêtise qu'on dit là. Ça c'est vraiment une bêtise, parce que, vous savez, on a voté l'équité salariale. Oui. Bon,
OK. Vous savez ce que c'est l'équité? Hein? C'est pas l'égalité, c'est d'autres choses de complètement différentes. C'est deux personnes qui font un travail différent, il y en a un qui a toujours été sous-évalué parce que c'est un travail féminin, puis là, on les compare au niveau de la diplomation nécessaire, des responsabilités, du nombre de personnes qui sont sous les ordres, etc. Puis on réajuste finalement un certain nombre de salaires. Bon, OK. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une très, très grande quantité d'emplois, tous les emplois à temps partiel, tous les emplois non syndiqués, les coiffeuses, les caissières, des préposés aux bénéficiaires, des secrétaires, tous ces gens-là, ça gagne presque rien. Et des postes majoritairement occupés par des femmes. Oui. Quand tu regardes l'échelle salariale, les postes occupés par les femmes, ils sont tous en bas. Et puis, à côté de ça, c'est qui les gars qui ont des salaires de 7 millions, puis de 12 millions, puis de... Hey, ça en prend des femmes au petit salaire, ça, pour accoter ça. Puis on nous dit que l'égalité est atteinte. Puis comment ça se passe dans la sphère privée? Oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Pensez-vous qu'on va être capable de faire une loi qui dit... Oui. Le mari et la femme vident le lave-vaisselle chacun leur tour? Oui, remarquez que s'il ne suffisait que de cela, ça serait peut-être plus simple, mais le problème est encore plus complexe, vous avez bien raison. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, on le voit d'ailleurs quand on examine comment, par exemple, les syndicats ont fonctionné. Les syndicats, ces 30 dernières années, ont mis tellement de résistance à accepter les revendications des ouvrières qui étaient dans leur groupe syndical. Ils ont eu de la misère à accepter ça, ça n'a pas de bon sens. Puis, on nous dit que l'égalité est atteinte. Voyons donc. Et puis toute la question de la violence faite aux femmes. Oui. Tu sais, vous savez, quand la Fédération des femmes du Québec a organisé la grande marche de l'an 2000, qu'est-ce qu'elle a mis de l'avant comme question primordiale pour vendre son idée de marche à travers le monde? Elle a parlé de la pauvreté et la violence. Oui. Puis là, les femmes du Burkina Faso, puis du Bangladesh, puis les femmes des Philippines, puis de la Colombie, puis du Brésil, eux autres, ils ont dit « Ah, enfin, des dossiers qui sont importants! Eux autres, ils en ont que faire de l'égalité. Voilà. Parce que l'égalité, ça vaut juste pour une frange de la société. Je comprends. Quand tu vas jusqu'en bas, non, ça peut devenir une préoccupation presque exclusivement occidentale et nordiste. Et c'est pour ça que le projet de la Fédération des femmes du Québec a été si bien accueilli à travers le monde. Oui, elle avait une portée sociale. Oui. Elle avait une portée sociale. L'égalité, en ce sens-là, et l'équité, donc, dans cette perspective-là, est chargée justement d'un sens social fort. Beaucoup plus fort qu'on ne le laisse entendre, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et puis, les gens ont une conception de l'égalité étroite. Tu sais? Oh mon Dieu, il y a une madame qui est actuaire. As-tu vu ça? C'est extraordinaire. C'est beau l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, mais c'est une image. Ça ne change pas la situation de milliers de femmes qui sont aux prises avec une situation économique difficile. En terminant, et on revient justement à l'historienne que vous êtes, Madame Dumont, et en même temps, un peu avec une perspective future. Si le passé est garant de l'avenir, d'après vous, quel avenir pour les femmes en politique? À mon avis, il y a un avenir très grand parce que les sociétés, les nations n'ont absolument rien à perdre à faire confiance aux femmes. Celles qui sont venues jusqu'ici ont été extraordinaires et elles ont défendu des lois qui favorisaient l'ensemble de la population. C'est pas des femmes qui auraient voté des lois pour
favoriser les grands possédants, les grands présidents de banque, les grands... Non, eux autres, ils votent pas ça. Ils votent des lois pour tout le monde. On ne se trompe pas en leur faisant confiance. Et il y a de plus en plus de gens qui le réalisent. Alors, moi, je me dis, ça va arriver. On sait que dans certains pays, comme dans les pays de la Scandinavie, il y a plus de femmes qui sont entrées en politique. Et puis, mais en ce moment, l'humanité a à faire face à des problèmes, à des difficultés très, très grandes sur le plan économique. Parce qu'en ce moment, il est fini le beau temps de l'économie qui rejaillissait sur l'ensemble de la population. Oui, je comprends. On le sait, depuis 15 ans, depuis 20 ans, l'argent s'en va tout dans la poche de quelques-uns puis appauvrit le plus grand nombre. Puis là, ça s'accentue, ça, de plus en plus. Puis on vient nous dire que l'égalité est faite. Hey, à d'autres! Alors donc, l'avenir, on pourrait dire encourageant, mais... est encourageant, tout de même mais à la préoccupant. condition que les femmes qui s'en vont en politique ne se mettent pas à copier ces comportements de gens qui veulent en avoir toujours plus et qui se sentent frustrés quand ça ne rejaillit pas sur l'ensemble de la population. Madame Dumont, sur ces sages paroles, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Mais ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.